à Casa. Je lui donne la parole. Merci, cher maître. Merci. Bonjour à vous tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie Dr Ibrahimi pour son invitation. Merci beaucoup. Et puis, à travers lui, l'AFMAPAT. J'ai la lourde tâche de parler en fin de matinée de la radiochimiothérapie. Donc, c'est des choses assez barbares, mais je vous promets d'être courte, concise et digeste. Comme ça, on ouvre l'appétit. Comme vous le savez tous, les tumeurs bronchiques dans la petite cellule, localement avancées, donc de stade 3, représentent 20 à 30% des tumeurs et des patients qu'on reçoit en consultation. Leur âge médian est de 71 ans. Donc vous pensez déjà, à partir de 71 ans, 35% d'entre eux ont plus de 75 ans, donc on pense tout de suite comorbidité. Le traitement de référence, sans surprise, c'est une radiochimiothérapie concomitante, ça on le sait, c'est acquis. Par contre, moins de 50% de ces patients peuvent recevoir cette radiochimio-conco, vu leur état général. On sait très bien, un patient ou une patiente qui vient en consultation pour une tumeur stade 3, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est amaigri, qui n'a pas le moral, et puis qui a des comorbidités comme les troubles cardiovasculaires, puisque c'est les mêmes facteurs de risque. Donc on a plusieurs cartes à jouer, comme l'a dit Dr Cherteret. On a la radiothérapie, donc le traitement local, la chirurgie comme traitement local aussi, et puis les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Donc on a dit 21% des stades 3. Les stades 3, qu'est-ce que c'est? C'est ou une petite tumeur, T1, T2, mais avec des adénopathies médiastinales. Au mot, je suis rapide, j'essaie de passer les diapos à la va-vite. Donc tous ces patients ne reçoivent pas toujours le même traitement. Classiquement, seuls 45% des patients de stade 3 peuvent avoir une radiochimiothérapie. Et encore, je ne parle pas de radiothérapie concomitante avec la chimio, je parle d'une chimio et d'une radiothérapie. Donc on est d'accord que les tumeurs bronchiques non à petite cellule localement avancées sont des tumeurs localisées au thorax. Souvent, elles ne relèvent pas d'une indication de chirurgie, on va le voir. Elles présentent un risque extrêmement élevé de récidive locale, 80%, et de récidive à distance, 60%. Donc on comprend très bien qu'il faut associer un traitement local et un traitement systémique. La stratégie thérapeutique, le traitement local, classiquement c'est une radiothérapie, mais on peut parler aussi de la chirurgie. Eh bien c'est le salbutamol et autres bronchodilatateurs. L'éradication chirurgicale retenue sont le stade 3A. Et ça c'est selon les recommandations. On enlève le cancer bronchial qui disparaît. La chimio, on avait à peu près 9% de taux de réponse majeur, c'est-à-dire le cancer était disparu, quasiment disparu. Qui se sont penchés Quand on sur donne les chimio stades immuno, on était à 37%. non résécables, ou les stades 3B, et qui ont essayé de placer la chirurgie avant la radiothérapie, après la radiochimio. En résumé, aucun intérêt de la chirurgie quand la tumeur n'est pas résécable et quand on a une grosse adénopathie médiastinale. Donc, en termes de traitement local, à part la chirurgie, il nous reste la radiothérapie. Et depuis plusieurs années, et surtout une méta-analyse française qui a été publiée en 2010, mais qui a été présentée à Séoul en 2007, a montré que la survie globale dépend du contrôle local. Donc ce contrôle local, si ce n'est pas de la chirurgie, c'est de la radiothérapie. D'où l'importance extrême de cette radiothérapie. Ça on le sait. Depuis les années 70, le traitement standard de la tumeur pulmonaire, c'était la radiothérapie, mais les résultats étaient médiocres. Et puis, il y a eu l'avènement du cisplatine, qui est un puissant radiosensibilisant. Donc, dans les années 90, la radiochimiothérapie était un standard. À partir de là, la chimiothérapie, est-ce qu'on la met avant, pendant, après la radiothérapie? On va en parler. Ça aussi c'est acté, la chimiothérapie additionnée à la radiothérapie augmente la survie globale et augmente la survie sans progression. Donc, première question, quelle chimiothérapie est-ce qu'on peut donner à nos patients? Selon où on se situe dans le monde, on a plusieurs possibilités.
Les Américains et les Australiens utilisent beaucoup le paclitaxel. La navelbine est une star en Europe, et puis les autres peuvent utiliser les toposides ou le docétaxel. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces molécules-là ont les mêmes résultats. Donc on s'adapte en fonction du profil du patient qu'on a en face. Classiquement, je vous dirais étoposide cisplate, navelbine cisplate, alimta cisplate quand on est devant un non-épidermoïde, et puis quand on a un sujet âgé, le cisplatine remplacé par de la carbo. Il est un peu mieux toléré. Donc la chimiothérapie standard, qu'est-ce qu'on donne? On donne d'abord des platines, des sels de platine, et puis on ajoute ce qu'on veut. Une deuxième molécule selon ce que le patient peut supporter. Donc on sait quelle chimiothérapie on peut donner, un doublet de cisplatine. Quand on donne cette chimiothérapie, est-ce qu'on la donne avant la radiothérapie? Ça s'appelle le séquentiel. Pendant la radiothérapie, c'est la radiothérapie concomitante. Avant cette radiothérapie conco, c'est de l'induction, ou après, c'est de la consolidation. Donc l'étude française dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été exposée en 2007, ça date, a clairement démontré le bénéfice de la radiochimiothérapie qui est concomitante, qui est supérieure à la radiothérapie et chimiothérapie séquentielle. Donc à partir de là, c'est devenu un traitement de référence. Par contre, ce traitement de référence qui a augmenté la survie globale, il a eu quelques critiques. Quand on donne la radiochimiothérapie, de 1, classiquement, on ne donne pas la pleine dose de la chimiothérapie parce qu'elle est associée avec la radiothérapie. Donc, on diminue les doses. Et de 2, on ne donne que pendant la période de la radiothérapie. Donc, cette maladie micrométastatique, est-ce qu'on la traite, est-ce qu'on ne la traite pas? Et les cellules résiduelles résistantes donc à la radiothérapie, comment est-ce qu'on peut les manager? 2 idées. La chimiothérapie d'induction sont rationnelles. C'est la réduction du volume tumoral avant la radiochimio. C'est le fait de pouvoir donner de la chimiothérapie à pleine dose. Bon, ça laisse le temps d'organiser la radiothérapie, ce qui n'est pas très très long en soi. Et ça permet aussi de sélectionner des patients, parce que ces patients-là, quand ils reçoivent la chimiothérapie d'induction, ils peuvent développer des métastases. À partir de là, on passe en stade 4 et on ne parle même plus de RCC. Alors, on la donne avant ou on la donne après. La chimiothérapie de consolidation, est-ce qu'elle n'augmenterait pas le traitement local, donc après la radiothérapie? Alors, rapidement, quand on compare les deux, aucune supériorité de l'une sur l'autre. Ou on donne avant ou on donne après. Mais surtout, la vraie réponse, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à cette chimiothérapie avant la radiothérapie, chimiothérapie conco ou après. Donc, on garde toujours le même standard. C'est la radiochimiothérapie concomitante. Ok, la chimio n'a pas marché avant ou après la RCC. Vous savez qu'en cancéro, il y a des addictions oncogéniques, on en a largement parlé tout à l'heure. Donc on peut donner des thérapies ciblées, on a la carte des thérapies ciblées, et on a la carte de l'immunothérapie. Donc les thérapies ciblées, est-ce qu'on cible le GFR, le VGF, l'ALK, voilà. Rapidement, je vous passe quelques études de ces thérapies ciblées. Une étude avec le gefitinib qui est clairement négative, et en plus, elle donne de la toxicité pulmonaire. Une autre étude avec un anticorps anti-EGFR par le cetuximab, rapidement, aucune supériorité. Et puis le fameux bevacizumab ou l'Avastin, qui s'est révélé extrêmement toxique et qui n'a pas montré de supériorité non plus. Donc non, pas de thérapie ciblée dans les stades 3 avec la radiochimiothérapie. Qu'est-ce qu'il nous reste? La fameuse immunothérapie STAR. Donc, il y a énormément d'études qui ont étudié, qui ont vu un peu l'effet de l'immunothérapie associée à la radiochimiothérapie. Un petit schéma standard, je ne vais pas rentrer dans les détails, il a largement été expliqué tout à l'heure. Donc, l'immunothérapie, comme je disais, c'est peut-être les molécules STAR du moment. Et là, sur
cet article de 2018, il disait que c'est le début de la fin du cancer. Alors, il y a eu une grosse étude, et Dr Scherperel en a parlé tout à l'heure, qui a été présentée à l'ESMO 2017, avec le durvalumab. On donne le durvalumab après la radiochimiothérapie, et elle est clairement positive en termes de survie sans progression et de survie globale. Petit bémol, il faut un PDL1 supérieur ou égal à 1% pour pouvoir donner cette immunothérapie. Donc voilà, depuis 2017, le nouveau standard, c'est la RCC, radiochimiothérapie, à laquelle on additionne de l'immunothérapie. En pratique, c'est le durvalumab qu'on donne dans les 42 jours après la fin de la radiochimiothérapie, et on le donne toutes les 2 semaines, tous les 15 jours. Donc, le traitement, ok. L'immunothérapie, vous avez vu qu'il y a énormément d'études qui sont en cours. Il y en a 2 qui sont ressorties à l'ESMO 2021, qui a eu lieu en septembre 2021, justement. Il y a l'étude Keynote, dont Dr Scherperel a parlé tout à l'heure. Immunothérapie pendant la phase de radiochimiothérapie. Apparemment, les résultats sont encourageants. On attend encore plus de détails. Et l'étude COAST. Alors l'étude COAST a rajouté au durvalumab d'immunothérapie encore 2 autres molécules d'immuno, le monalizumab et l'oliclumab. Donc 3 petits points à suivre. Classique. La radiothérapie, en pratique, c'est quoi? C'est un patient qui vient tous les jours, sauf samedi, dimanche. C'est une séance de degrés par jour. Cette séance dure 10 minutes. Et puis, quand on donne 66 degrés, c'est 7 semaines et 1 jour. Donc, ce que je dis à mes patients, le plus dur dans la radiothérapie, c'est pas la radiothérapie elle-même, c'est le fait de partir et venir tous les jours. C'est ce qui est le plus fatigant. Sinon, la radiothérapie elle-même, regardez, on a un patient qui a une tumeur de la base. On essaye, alors on a tout un arsenal pour localiser cette tumeur mobile. On a des scanners 4D. Je survole tout ça pour ne pas trop vous plomber. Donc on a des scanners 4D, on a des moyens de contention pour qu'on puisse irradier directement notre tumeur et irradier un minimum des organes à risque. Dans notre cas, dans la tumeur de la base, c'est le poumon. Mais si on a une tumeur de l'apex, on a la moelle épinière juste à côté et surtout le plexus cervical à côté. Donc on a intérêt à ce qu'on vise dans la tumeur et qu'on évite les organes à risque qu'il y a autour. Voilà, le traitement peut être fait sous différentes machines. Ici, à gauche, c'est l'addition. C'est une machine extrêmement rapide. Plutôt que de faire 10 minutes, on arrive à traiter notre patient en 5-6 minutes. Et à droite, vous avez le Novalis, qui est une machine extrêmement pointilleuse et précise. Donc voilà, les take-home messages d'aujourd'hui, c'est les nouveaux standards des stades 3. C'est la radiochimiothérapie concomitante plus l'immunothérapie. La radiochimiothérapie, c'est du 60 à 66 degrés. On donne un doublé de platine et on donne le durvalumab toutes les 2 semaines pendant 12 mois, à commencer dans les 42 jours après la fin de la RCC. Les stades 3 sont des groupes hétérogènes. On est clairement dans un traitement à la carte. La médecine, c'est pas des recettes, c'est un art. Il faut savoir adapter aux patients qu'on a en face. Donc ce traitement à la carte est décidé pendant une RCP qui est hyper importante pour nous en tant que cancérologue. On ne prend jamais de décision seul, toujours avec les chirurgiens, les allopathes et les spécialistes d'organes. Et puis on ne dira jamais assez, la prévention, c'est le meilleur des traitements. Merci. J'en ai parlé tout à l'heure, j'insiste, attention, l'analyse du PDL1 dans Pacifique a été de façon rétrospective par l'Agence du médicament européenne. Ce n'était pas du tout prévu dans le plan statistique de l'étude, donc ils ont pondu ça, ça n'a aucune valeur déjà
comme ça, même si ça montrait quand même un signal un peu embêtant pour les patients PDL1 négatifs, donc qui faisait qu'on n'a pas eu le droit de prescrire au départ le durvalumab chez les patients PDL1 négatifs, mais c'était très critiquable cette analyse a posteriori, et quand on voit les résultats d'études Pacific Air et d'autres études, ça montre que finalement, même les patients PDL1 ont un bénéfice. Alors, il est probablement moins grand que les patients PDL1 positifs, notamment très positifs, mais il y en a quand même. Donc je ne sais pas du coup, c'est pour ça que je pose la question. Hein. Je ne sais pas comment ça marche au Maroc, si vous avez le droit maintenant de le prescrire ou pas pour les PDL1 négatifs. Nous, on a ce qu'on appelle une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, qui devrait déboucher devant l'extension d'AMM après. Donc logiquement, il n'y a plus de restrictions sur le PDL1 déjà actuellement en France. Je parle sous couverture de mon maître, professeur Boraz. On est école française. Donc déjà, le durvalumab n'est pas non plus disponible au Maroc, on le commande, hein, il est sous ATU. Mais en plus, on n'a pas une couverture médicale, une couverture sociale très étendue. Donc les patients qui peuvent se permettre du durvalumab après une RCC sont très... Ouais, il n'y en a pas énormément. Donc on essaie de rester classique. On aime bien quand même un PDL1 positif, mais franchement, cette position-là, on ne la vit pas tous les jours, pas encore. Oui, effectivement, bon, je pense que oui, actuellement, on peut donner, on est autorisé à donner ça c'est, on est en théorie au Maroc, on n'a pas encore malheureusement cette accessibilité, je pense dans le futur ça va venir. J'ai quelques remarques concernant d'abord la classe de la radiothérapie pour le stade 3 opéré. Je pense que les nouvelles recommandations, c'est qu'on ne le fait plus en adjuvant, en post-opératoire, sauf peut-être pour les R1, R2, c'est discuté au cas par cas, on peut autoriser une radiothérapie adjuvante. La chimiothérapie a toujours sa place en adjuvant de façon systématique. Pour la radiothérapie, très bon topo, il y a très gros progrès en technique de radiothérapie. La radiothérapie par modulation d'intensité est devenue le standard. Chaque fois qu'on irradie le poumon, il faut poser des contraintes de dose sur les organes à risque pour diminuer au maximum la toxicité. C'est l'élément important à prendre en compte en cas de radiothérapie pour les stades 3. C'est la toxicité, parce que rien ne résiste à la radiothérapie, on peut contrôler très bien la maladie, mais lorsque ça devient toxique, ça devient délétère, et dans ce cas, il faut vraiment arrêter la radiothérapie sur des doses qui peuvent aller jusqu'à 60, pas au-delà si on va devenir délétère, sinon ça risque de greffer la survie. Comme vous l'avez bien dit, le groupe 3, stade 3, c'est un groupe très hétérogène. Il y a essentiellement 3 groupes, le 3A, 3B, 3C. Et donc, j'ai aimé que vous présentez les choses dans ce contexte. Le groupe 3A, qu'est-ce qu'on fait, le groupe 3B, 3C. Parce que nous, quand je parle comme chirurgien, on a une petite partie quand même réservée à la chirurgie, c'est essentiellement dans le groupe 3A. 3A et pas tout le 3A, parce que 3A, il y a, comme vous l'avez bien dit, le N2 et le stade, le volume assez avancé, ça veut dire T4. Et donc nous, on considère bien sûr qu'il n'est pas chirurgical, toutes les N2, où il y a un multisite, ou un bulky, ou infiltrant. Et pour le stade 4, les limites, ça veut dire que si on ne peut pas passer, le reste, ça sera toujours, on propose une chirurgie qui peut être bénéfique. Donc la question, c'est que vous n'avez pas aussi parlé de la radiothérapie pré-opératoire. Pour le post-opératoire, l'adjuvant, en adjuvant, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est vrai que les dernières recommandations disent que la radiothérapie, si on est dans la résection elle est complète, il n'y a pas d'indication de radiothérapie. Mais sauf que, est-ce qu'on est sûr dans un N2 multisite, si on trouve un N2 multisite, est-ce qu'on est sûr qu'on est complet? Le problème, c'est pour ça qu'on a discuté avec les radiothérapeutes, lorsque là, on a un multisite, je pense que ça pourrait être une bonne indication à la radiothérapie comme de couverture avec la chimiothérapie. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des publications qui disent, c'est vrai que R1, R2, il y a une indication, mais pour le N2 multisite, que pensez-vous? Encore des doutes sur de reliquats tumoraux au niveau médiastinal aussi. On a vu qu'on s'est trompé, que l'extension ganglionnaire est plus importante.
Oui, il faut discuter en RCP la toxicité et la faisabilité d'une irradiation médiastinale. Et c'est surtout l'affaire de la chimiothérapie. Maintenant, avec l'osimertinib et peut-être l'immunothérapie, je pense que c'est beaucoup plus bénéfique qu'une irradiation actuellement. C'est la chirurgie et la radiochimiothérapie. C'est ce que j'avais montré dans le tableau initial. Donc les 3-1, on est d'accord, mais les 3-1 N2 ou les 3-1 non résécables bulky, je ne sais pas encore. D'après le RTC, non, pas de différence. Non, pas bulky, N2, bulky. N2, quel que soit le N2. Parce qu'on n'est jamais sûr. Donc il n'y a aucun chirurgien dans le monde qui peut être sûr qu'il a fait un curage aussi complet. Parce qu'on a un multisite. Qui justement a un haut potentiel métastatique. C'est parce que là j'insiste encore sur le bilan d'extension préopératoire. On a effectivement le PET scan doit être fait de façon systématique avant toute chirurgie. Et ça c'est un élément important sur lequel je pense que toutes les études insistent dessus.